Les comètes ne sont pas l'unique source de matière provenant du système solaire primitif. Les météorites en sont une autre. Et elles ont l'avantage de venir jusqu'à nous. Ce qui est stupéfiant à quelques rares exceptions près, c'est que chaque fois que l'on cherche à dater une météorite dans un laboratoire, on obtient le même résultat, 4,5 milliards d'années. Ces fragments proviennent tous du système solaire primitif. Vous tenez donc dans les mains un morceau de matière d'une importance essentielle, qui lie ce que nous sommes, notre existence et notre histoire, à cette dimension plus vaste de l'univers. Au terme d'une analyse approfondie, l'équipe d'Esther découvre quelque chose de tout à fait inattendu. Des isotopes radioactifs de fer-60 piégés à l'intérieur des météorites. Le fer-60 se décompose relativement vite. Il doit donc avoir été capturé plus récemment. S'il provenait d'une distance très éloignée, sa masse atomique aurait changé avant que la météorite ne le piège. Seules les supernovas sont susceptibles de produire du fer-60. Donc, il a dû y avoir une supernova active dans le voisinage du Soleil primitif. Apporter une preuve tangible qui montre que le Soleil primitif, le système solaire primitif, évoluait dans un environnement violent, à proximité d'une étoile massive, et ont subi l'influence d'une supernova, tout cela avait quelque chose de déroutant. Nous avons réalisé que cette découverte allait changer notre approche et notre compréhension des origines du système solaire. En dépit des violentes forces qui se sont déchaînées, notre système solaire a pu se constituer à proximité d'une supernova. Ces événements d'une violence inouïe redistribuent tout autour d'eux. Les ondes de choc provoquées par les explosions de supernovas pulvérisent toute une vingtaine d'années-lumière à la ronde. Un véritable souffle galactique. Mais le plus surprenant, c'est que toutes ces forces destructrices ont peut-être joué un rôle de catalyseur. Comme un balai amasse la poussière, les ondes de choc peuvent amonceler la matière dispersée. L'effondrement de notre nuage de particules géant pourrait avoir été déclenché par le souffle d'une supernova proche. Elle génère une onde de choc et comprime les gaz à des années-lumière à la ronde. Et cette compression déclenche la naissance de nouvelles étoiles. Le souffle a pu rassembler la matière présente dans notre nébuleuse. Sous l'effet de la compression, les effets de la gravité entrent en jeu et le nuage commence à s'effondrer. Au cœur du nuage, tourbillonnant autour du jeune Soleil, les planètes commencent à prendre forme. Et aujourd'hui, les scientifiques commencent à comprendre les mécanismes ahurissants qui ont engendré leur formation. Pendant de longues années, le processus de formation des planètes a laissé les scientifiques perplexes. Certains d'entre eux sont désormais convaincus que les planètes se constituent au sein du disque de particules gazeuses qui entoure les proto-étoiles. Cependant, cette matière stellaire est trop disséminée pour que la gravité puisse jouer un rôle. Pourtant, en 2003, des expériences informelles menées à bord de la Station spatiale internationale ont subitement jeté la lumière sur ce mystère de longue date. L'astronaute Don Pettit consacre son temps libre dans l'espace à observer le comportement des particules en apesanteur. Il dispose des grains de café, de sucre et de sel dans des poches de plastique pour voir de quelle manière ils s'amalgament. Il constate que les frictions qui s'opèrent entre les grains libèrent une charge électrostatique qui attire les particules entre elles et les agglomère. Si cette expérience avait été conduite sur Terre, elle aurait libéré les mêmes charges électrostatiques. Mais l'influence de la gravité terrestre n'aurait pas permis de constater les mêmes résultats. Don Pettit et ses collègues en déduisent que le phénomène qu'ils observent dans les conditions d'apesanteur de la station spatiale s'est également appliqué au système solaire primitif, soumis aux mêmes conditions d'apesanteur. Les particules présentes dans le disque protoplanétaire acquièrent une charge électrique qui les attire entre elles.
un processus que le planétologue Jack Lissauer appelle l'accrétion. On observe le phénomène d'accrétion dans la vie de tous les jours. Les minuscules gouttelettes de pluie se condensent autour de particules de poussière et s'entrechoquent au moment de leur chute. C'est le même phénomène qui régit les grains de matière au sein d'une nébuleuse solaire. Leur accrétion forme des objets plus massifs. Lorsque les agrégats de poussière forment des objets de la dimension d'une montagne, ils exercent une force gravitationnelle significative qui supplante la force électrostatique. Le processus s'accélère rapidement et au terme d'1 million d'années, les amas forment des planétésimaux, ou morceaux de planètes qui à terme peuvent se transformer en planètes. La gravité piège ces planètes dans leur orbite autour du Soleil. Pendant des siècles, les scientifiques ont évoqué la présence d'une force d'attraction mystérieuse. Mais depuis Einstein, leur compréhension de la gravité s'est métamorphosée. La plupart des gens savent que c'est la gravité du Soleil qui pousse les planètes à décrire une orbite autour de notre étoile. Nous allons donc nous intéresser de près à ce qu'est réellement la gravité. Selon la première loi de la gravitation universelle de Newton, le principe d'inertie, tout corps persévère en son état de mouvement rectiligne. Voici donc une surface plane vue d'en haut. Si je prends cette bille qui représente une planète et que je la fais rouler le long de la surface, sa trajectoire reste rectiligne et sa vitesse constante. Mais selon Einstein, si l'on considère une masse, par exemple celle du Soleil, représentée ici par cette ventouse, cette masse va engendrer une distorsion de la structure de l'espace-temps. Depuis notre poste d'observation, cette distorsion n'est pas visible. Lorsqu'on l'observe du dessus, la surface semble aussi plane qu'auparavant, mais en réalité, elle est déformée. À présent, lorsque je déplace ma planète à travers cet espace-temps distordu, elle cherche à suivre une trajectoire rectiligne le long d'une droite qui n'existe plus. Ainsi, la planète tourne autour de l'objet central et décrit une orbite. Ce sont donc les effets liés à la courbure de l'espace-temps que nous appelons généralement gravité. La gravité exerce une force équivalente dans toutes les directions. Elle attire la matière de façon homogène vers le centre d'un corps. Ainsi, lorsqu'elle est suffisamment puissante, la gravité refaçonne les objets sous forme de sphères. C'est la raison pour laquelle toutes les planètes du système solaire sont sphériques. Au-delà d'un diamètre de 500 km, aucune autre forme n'est possible. Toutes les planètes sont plus ou moins rondes et sont issues du même disque de poussière. Pourtant, elles constituent des mondes radicalement différents. Mars est une planète rocheuse, Jupiter une géante gazeuse. Ces dissemblances tiennent à un principe fondamental de la physique. Toutes les matières ne se condensent pas aux mêmes températures. À une température donnée, certaines substances sont à l'état gazeux et d'autres sont à l'état solide. C'est tout. À l'origine, la chaleur autour de notre jeune étoile est telle que toute la matière présente est à l'état gazeux. Au fil du temps, la température baisse et la matière commence à se condenser au sein du nuage, comme les flocons de neige se forment sur la Terre. Dans le système solaire intérieur, à proximité du Soleil, la chaleur demeure intense. À de telles températures, les gaz et la glace s'évaporent instantanément. En revanche, les particules métalliques peuvent se condenser. Ce sont ces particules, dans un environnement surchauffé, qui vont former la planète Mercure. L'astrophysicien Steve Desch est un expert en matière de formation des planètes. Ses recherches lui ont permis de dresser un portrait précis des conditions qui règnent sur Mercure. Mercure n'a pas d'atmosphère, pas d'océan. Ce n'est que de la roche. Sur la face exposée au Soleil, la chaleur atteint des températures capables de faire fondre le plomb, par exemple. Mercure est près de 3 fois plus proche du Soleil que la Terre, ce qui explique la chaleur intense qui règne sur cette planète. Lorsqu'on s'éloigne de notre étoile, la température baisse d'environ 500 degrés Celsius. La condensation de nouvelles roches est alors possible. Vénus,
La Terre et Mars, les planètes telluriques, se sont formées dans cette région du système solaire. Vu la distance qui sépare les orbites de Mercure et de Vénus autour du Soleil, environ 50 millions de kilomètres, on pourrait imaginer que Vénus est une planète plus accueillante. Dans notre système solaire, Vénus est sans doute la planète qui se rapproche le plus de notre conception de l'enfer. Les pressions sont immenses, la chaleur est intense et il pleut de l'acide sulfurique. Toujours plus loin, à 41 millions de kilomètres de là, notre planète, la Terre. La Terre a été surnommée le pays de boucles d'or. Il n'y fait ni trop chaud, ni trop froid. Son orbite est située à une distance idéale du Soleil, propice à l'émergence de la vie. La couche d'ozone de la Terre nous protège des radiations ultraviolettes du Soleil et un champ magnétique dévie les radiations cosmiques. La Terre est la seule planète du système solaire qui dispose d'un environnement susceptible d'accueillir la vie humaine. Mais si l'on en croit les scientifiques, les données étaient très différentes il y a 4 milliards d'années. En ce temps-là, les températures étaient trop élevées pour que l'eau puisse se condenser. À l'origine du système solaire, la Terre et les 3 autres planètes intérieures étaient donc quasiment dépourvues d'humidité. Aujourd'hui, l'eau recouvre près des 3/4 du globe. Sans elle, la vie n'existerait pas sous la forme que nous lui connaissons. Mais alors, comment l'eau est-elle arrivée sur Terre? Selon Steve Desch et de nombreux scientifiques, les astéroïdes sont certainement à l'origine de la présence d'eau sur notre planète. Il est probable que la présence de l'eau sur Terre est essentiellement due à de petits corps célestes provenant des régions lointaines et humides de la ceinture d'astéroïdes. Nous avons une chance inouïe. Mais l'eau n'est pas le seul facteur qui confère à la Terre son statut unique. Au sein du système solaire intérieur, notre planète est aussi la seule à disposer d'une lune aux dimensions imposantes. Aujourd'hui, les scientifiques comme Gary Lovegren étudient toujours les échantillons lunaires que les astronautes des missions Apollo ont rapportés il y a près de 40 ans. Lovegren travaille dans les laboratoires de la NASA, où sont entreposés la plupart des 380 kilos d'échantillons de roches prélevés sur la Lune. Les scientifiques étudient ces spécimens depuis des années afin de mieux comprendre comment la Lune et le système solaire se sont formés. Pour les géologues,